Donc voilà, je vous accueille au niveau d'une installation solaire. J'essaye de voir si je peux basculer. Voilà, impeccable. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer où je suis. Je suis au dernier étage d'une installation solaire. Donc, vous avez reçu des documents. J'ai déjà fait cet exercice en fait pour des formations, notamment d'universitaires, d'écoles d'ingé. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire une visite virtuelle d'une installation qui est en toiture, bien sûr, et pour lequel la locale technique est également en toiture. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne couverture 4G. Et donc, en un bon quart d'heure, je vais essayer de vous montrer les points importants. Cette installation, en fait, elle a été vous est fournie au niveau de ces grands détails, enfin de ces grandes lignes sur un petit fichier qui est téléchargeable. Donc, c'est une installation pour un bailleur social, 96 foyers logements à Lyon, du côté du boulevard Félix Faure, donc en plein cœur, par une très très belle journée, doté de 46 capteurs et 4 ballons de 1500 litres. C'est une installation en eau morte et je vais dès à présent vous emmener sur la toiture. Donc on a de la chance, aujourd'hui il fait très beau et du coup on verra là en attendant mon tour, je suis allé faire un tour en chaufferie et on produit super bien. Donc c'est vraiment très très concret. Donc vous voyez, là on arrive, accès à la toiture, installation de 2018, solaire collective, avec toute une série de batteries de capteurs. C'est de la fourniture, on peut le voir ici. Alors, je vais même vous montrer directement. C'est du capteur en fait dont on voit la marque ici. C'est du C250V BDR Thermia. Donc vous voyez des batteries de capteurs qui sont de différentes tailles, donc assez caractéristiques d'une installation solaire thermique collective. Donc en fait, cette installation, elle a été réalisée en 2018 sous maîtrise d'œuvre Texol, avec derrière un système à la fois maîtrise d'œuvre, télésuivi complet, qui a permis au niveau de ce bailleur de réaliser cette installation. Donc on voit que c'est une installation qui a été vraiment bien réalisée, bien faite. L'installateur, on en a été bien content. Je vais vous montrer un petit détail technique qui, en fait, peut paraître un petit peu anodin, mais qui compte. C'est que, typiquement, vous voyez, si je me dirige vers une batterie de capteur, on retrouve, au niveau de la vanne d'équilibrage, ici, on retrouve une petite plaque qui vous permet de retrouver, au niveau du champ, le réglage de la vanne TA. Donc, c'est un tout petit détail, mais qui a son importance, puisqu'il permet, au niveau de la maintenance, de pouvoir, en cas par exemple, de travail de re-remplissage et de changement et de nettoyage de l'installation, au bout de quelques années, d'avoir une trace. Voilà, donc une des caractéristiques aussi de ce type d'installation, c'est de devoir s'intégrer dans une toiture terrasse qui comporte, vous voyez ici, des bouches d'extraction VMC, donc de pouvoir à la fois traiter des petites batteries de 2 capteurs, mais également de mettre en œuvre des batteries de plus grande taille. Donc vous voyez ici, on a une batterie de 5 capteurs, d'où l'importance, vous voyez ici, de la présence de vannes d'équilibrage qui permettent de pouvoir répartir les débits, sachant qu'ici on était sur une base de 30 litres heure par mètre carré. Voilà, et vous voyez également une grande batterie de capteurs pour maximiser la place. Vous voyez, on a une surface qui est pas énorme, et donc il a fallu vraiment s'adapter à la situation. Et vous voyez également quelque chose de très important et qui fait appel un petit peu à de la finesse au niveau des calculs, c'est que vous avez l'ombre portée d'une batterie sur une autre, où on voit que là, on est en fin d'après-midi, on a juste l'ombre qui est au bas des capteurs. Donc, on peut imaginer, et c'est clairement le cas, en plein hiver, on a une ombre qui est plus importante. Mais à partir de maintenant, on voit très bien à Lyon que le soleil redonne bien. En fait, on a une prise en compte et on récupère vraiment un maximum d'énergie solaire. Donc, on est quasiment plein sud. Vous voyez, on est sur une toiture qui permet d'être bien au-dessus on va dire, on n'a pas de vis-à-vis, pas de problème technique de ce côté-là. Et petit détail également, ça, Texol aime bien mettre en place ce type de système. On verra un système avec un échangeur à plaques, donc échange séparé. La petite sonde d'ensoleillement, qui est souvent un petit peu notre marque de fabrique, qui nous permet, vous la devinez ici, qui permet à la fois de gérer la commande de la pompe primaire
Alors, on voit qu'on a également en doublon la présence de la sonde de température, mais également pour pouvoir, de notre côté, monitorer le niveau d'ensoleillement. Alors, je vous montre un petit peu de manière plus précise le niveau d'ensoleillement de ce type de système. Voilà. Donc, peut-être sans plus attendre, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais peut-être continuer ma visite dans le local technique qui est juste en dessous. Est-ce que, Lucas, il y aurait des questions? Alors, pour le moment, non, on n'a pas de questions. C'est parfait. Des remarques ou des choses? Est-ce que la vidéo passe bien? Ouais, ça passe plutôt bien. D'accord. Bon, et les conditions météo, j'ai envie de vous dire, à Lyon, aujourd'hui, on renaît, il fait super beau. Enfin, je pense que les Lyonnais sont. Enfin, c'est à peu près commun sur toute la région, mais et vous verrez que ça cartonne au niveau performance. On a de la chance. Donc, vous voyez, je vais redescendre. Alors, bien sûr, je prends comme très souvent un passage pas forcément super pratique, mais c'est ce qu'il faut juste pour la maintenance. Pour vous dire aussi, ce bailleur social, en fait, il a un parc d'une quarantaine d'installations sur la région. Et c'est vrai que pour lui, c'est très important qu'il ait une vue globale sur le fonctionnement de son installation. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la prise de parole de l'Inès sur différents niveaux de suivi possibles. C'est très important et de les adapter à la taille. Et surtout, ce qui me paraît également vraiment important, là où on se dirige vers la chaufferie, c'est qu'on puisse travailler main dans la main avec les exploitants en termes de chaînage, identification d'un souci et intervention. Ça, c'est vraiment, je pense, le nerf de la guerre dans notre sujet du solaire thermique, c'est d'avoir le meilleur chaînage possible. Alors, vous voyez, j'entre dans la chaufferie. Donc, c'est une chaufferie qui est exploitée par un exploitant relativement important sur la place à Lyon. Au passage, on voit sur la gauche le schéma de principe, donc, que vous retrouvez dans votre document joint. Et on va tout de suite se diriger vers l'installation. Donc, une installation pour laquelle, quand on rentre dans la chaufferie, on a ici la production d'appoint. Donc, il y a un ballon de stockage tampon. On remarque ici le retour de bouclage qui est plugué sur le ballon d'appoint. Ensuite, quand on avance dans la chaufferie, sur la gauche, on a un aspect un petit peu névralgique d'une installation en eau morte, en eau technique. C'est le fameux échangeur de décharge. Alors, cet échangeur, en fait, il est articulé avec les ballons solaires grâce à une pompe qui permet de pouvoir l'irriguer quand on a de l'énergie disponible. De cet échangeur partant, on voit ici, on passe dans le système de comptage des calories solaires utiles vers le dispositif d'appoint. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'actuellement, vous êtes témoin, vous avez un départ du solaire qui est à 62 degrés et qui permet du coup d'être quasiment un fonctionnement autonome de l'installation sans appoint. Vous avez de l'autre côté même un retour de bouclage, un ballon d'appoint qui lui est à 55 degrés général, puisque bien sûr, il a un retour de bouclage qui revient à 50 et donc on a, on va dire, ce mélange qui se fait dans ce ballon. Alors, les ballons solaires, vous en avez un premier ici, qui est le ballon, on va dire, le plus froid de l'ensemble. Toute une succession, deuxième ballon, troisième ballon, quatrième ballon. Alors, ce sont des ballons de 1500 litres qu'on appelle taille basse. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez, ici, on a une hauteur sous plafond qui est relativement faible. On est sous la toiture. Et donc, il fallait absolument trouver une solution d'intégration de ces 6000 litres, parce que je vous rappelle, 96 résidences logements pour le faire. Alors, on note au passage des aspects un peu capitaux d'une installation de ce type-là, comme l'a dit l'Inès. Vous avez ici la sonde bas ballon qui permet de démarrer, on va dire, l'échange des calories entre le primaire solaire et le stockage. Et c'est typiquement ce type de sonde, s'il est mal placé, s'il tombe, en fait, il rend l'installation impropre à son utilisation. Alors, si on chemine un petit peu, on voit qu'en plein milieu de la chaufferie, on a une réserve de sel, puisqu'il y a un traitement d'eau. Et ça, j'insiste, c'est extrêmement important. Côté Texol, on est très, très vigilant, puisque dans la région, on a des endroits, typiquement Saint-Priest, on a des pH de 30. C'est d'avoir un traitement d'eau correct qui fonctionne si on ne veut pas avoir une durée de vie de l'installation solaire qui soit fortement dégradée au niveau de ses ballons et au niveau de l'intégralité de son système en eau sanitaire.
Donc, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas propre au solaire, c'est le reste aussi, mais c'est très important. Alors, maintenant, on rentre sur le vif du sujet qui est ici, arrivée-départ. Vous voyez au glycolé du solaire. Vous en avez une à droite, une à gauche. On arrive sur la station générale qui est dotée de 2 pompes, la primaire et la secondaire, primaire, secondaire, et la station solaire. Alors, c'est une station solaire classique, distributeur qui est OEM, on va dire base Resol classique, et qui nous permet, en termes de télésuivi, nous, grâce à une passerelle, de récupérer l'intégralité des mesures et de les envoyer sur notre serveur. Alors, d'autres petits détails techniques importants, vous voyez, on a ici le gros vase d'expansion du primaire solaire, vous voyez, qui est raccordé. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur cette installation, c'est un petit défaut, et j'aime toujours le citer quand je la fais visiter. Alors, on le laisse un petit peu pour la gloire, mais normalement, on ne calorifie jamais la partie qui relie le vase d'expansion et le circuit primaire. Ici, on l'a laissé parce que, bon, il faudra le faire un jour, mais ce n'est pas non plus fondamental, mais c'est inutile. Autre point très important, c'est par exemple un détail de noter la pression de remplissage à l'azote de votre vase d'expansion. C'est tout des actions au niveau de la maintenance d'une installation solaire qui est très importante parce qu'elle permet, après mise en service, de pouvoir très bien maintenir l'installation. Alors, on remarque ici la partie, une partie soupape de sécurité sur le circuit général, et vous avez l'intégralité du système qui se trouve ici. Voilà. Alors, maintenant, l'important, c'est qu'à partir de toutes ces mesures qu'on peut faire, donc vous voyez au passage, vous avez votre ballon ici, premier ballon qui est à 50 degrés, et vous en avez le dernier qui est à peu près à une soixantaine de degrés. Donc, ce qui permet ensuite de pouvoir envoyer les calories vers l'échangeur à plaque instantanée. Voilà. Alors, pour terminer ma petite visite virtuelle, alors peut-être au passage, on voit les chaudières d'appoint pour bien vous montrer qu'on est dans une chaufferie qui ne fait pas que l'eau chaude, bien entendu. Ces chaudières servant à la fois à alimenter le chauffage, mais également à faire l'appoint, on le voit ici, à travers cet échangeur, de faire l'appoint au niveau sanitaire. Alors, pour être vraiment exhaustif sur la visite, petit rappel, donc qui à mon avis est totalement complémentaire par rapport à ce qu'a expliqué l'INES. Donc on est plusieurs acteurs et c'est très bien dans la région de pouvoir proposer du suivi. À partir du dispositif Resol qui intègre un data logger, on fait appel à une passerelle ici, Resol spécifique, et un routeur 4G qui nous permet via cette antenne de pouvoir récupérer chaque nuit des données à 10 minutes sur le fonctionnement du système. Et c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir cette capacité systématique. Et j'ai envie de dire, si elle est couplée à une capacité d'alarme sous 24 heures, 48 heures ou quelques jours, c'est encore mieux parce que ça permet, et c'est tout l'intérêt du télésuivi, de pouvoir diminuer la fréquence de passage obligatoire pour la maintenance. La maintenance passe sur le reste. Mais pour le solaire, en fait, le modèle économique doit avant tout être basé sur de la télésurveillance et de la maintenance curative en cas de problème constaté grâce au télésuivi. Merci Daniel. J'ai une question d'Antoine de Sirius Solar. Alors, c'était une question sur les capteurs en eux-mêmes. Il avait vu que l'entrée et la sortie se trouvaient du même côté de la nappe. Il se demandait en fait quelle était l'architecture hydraulique interne des capteurs. Alors, sur ces capteurs, on est sur du serpentin. Et donc, en fait, on a une capacité, quand le nombre est mesuré, donc ça fait référence aux avis techniques, c'est le 250V, de pouvoir en fait avoir une irrigation qui est correcte. Mais en fait, le nombre maximum, si vous voulez, je peux remonter en toiture, mais je vais le faire depuis ici, ça évitera de vous donner mal au cœur, de pouvoir avoir une bonne irrigation. Et c'est vrai qu'on décrit souvent les avis techniques, on dit ça coûte cher côté fabricant, c'est assez fastidieux, mais en fait, c'est quand même extrêmement intéressant sur ce point-là, c'est qu'en fait, on a clairement un mode d'emploi sur le nombre maximum de capteurs qu'on peut mettre en série parallèle, sur les branchements hydrauliques possibles, sur les débits maximum. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt rassurant vis-à-vis de tous les acteurs. Donc, je rassure, on peut le faire.
Si on avait été en auto-vidangeable, on aurait beaucoup moins aimé le faire. On aurait préféré faire une entrée basse et une sortie haute en diagonale. Mais pour ici, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ici cette installation a été faite en eau morte et en eau technique? C'était un choix très clair du maître d'ouvrage de diversifier ses mises en œuvre techniques. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du médico-social et qu'il a voulu le faire systématiquement, mais ça a été proposé et ça a été accepté. Et pour l'instant, c'est une installation qui marche plutôt correctement. Très bien. Est-ce que quelqu'un, du coup, veut réagir sur des éléments Oui, n'hésitez pas, hein, c'est sur des éléments précis. C'est tout l'avantage de la visite virtuelle. C'est que je peux me déplacer facilement, je vous entends bien. Je pense, ça met vraiment de la vie à un webinaire. C'est pas trop compliqué à réaliser. C'est juste avec mon smartphone. Donc, n'hésitez pas, je suis votre main. Si vous voulez que je retourne en toiture, tout est à proximité. J'aurais une question par rapport au chauffage solaire direct que propose Solissart. Quel avantage, inconvénient? C'est relativement compliqué de répondre à cette question par rapport à cette installation-là. C'est qu'en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Ici, on est sur de la production d'eau chaude solaire collective. Donc, sur un bâtiment qui a été construit il y a peu de temps, qui concerne des logements, pour lequel vous avez vu, on est en R+7. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu l'horizon. On est très haut. Et donc, on a une densité qui permet en toiture de n'accueillir que, entre guillemets, une centaine de mètres carrés de capteurs. Donc, dans un schéma de ce type, si on doit se concentrer sur le gisement le plus intéressant pour fournir de l'énergie solaire, puisqu'on est dans un milieu urbain, on a peu de place disponible, en fait, on va se concentrer sur la production d'eau chaude, puisque c'est le moyen le plus efficace économiquement, le premier moyen, puisqu'il est constant sur toute l'année, il est régulier et il permet de chauffer de l'eau froide. Ensuite, si on veut être plus ambitieux, notamment particulier ou même c'est possible dans du petit collectif, on peut essayer d'étendre l'utilisation vers le chauffage. Mais ça veut dire que déjà, vous devez avoir des besoins en chauffage quand même significatifs sur toute l'année, sur une saison de chauffe importante. Et ensuite, vous devez trouver le bon compromis entre ma surface de capteur qui va me servir à faire du chauffage et de l'eau chaude, et en fait, le fait qu'en été, vous allez avoir besoin que d'eau chaude. Donc, ça a prouvé son utilité sur de nombreuses applications jusqu'à présent. Pour ici, malheureusement, ce ne serait pas adapté en raison de la surface limitée en toiture et puis de besoins en chauffage qui, sur ce type de bâtiment, se concentrent, puisque ce sont des bâtiments plutôt de bonne qualité au niveau thermique, sur une saison relativement légère. Mais voilà, au-delà de ça, je pense que Solissart saura très très bien vous donner tous les avantages du chauffage solaire. Ok, merci. Et là, sur cette installation, du coup, on respecte, je vois qu'il y avait un taux de couverture solaire calculé qui était autour de 60%. On est à peu près à ces niveaux-là? Oui, on est même sur cette installation, c'est un petit peu le quota de ces résidences. Alors, je pense qu'on peut le nommer puisqu'il m'a donné clairement son accord pour qu'on visite et je pense qu'il sera toujours heureux qu'on en parle. C'est Adoma, en fait, filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui gère des ex-Sonacotra il y a de nombreuses années. Et dans leur foyer de travailleurs, en fait, on a une très bonne régularité de la consommation d'eau, contrairement à d'autres résidences. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, c'est toujours le plus important, je vois, sur nos suivis, c'est qu'à partir du moment où on monitore et qu'on surveille correctement le bon fonctionnement du solaire, les performances sont là quand il y a consommation. Et donc, l'importance absolue de bien maîtriser en amont les besoins et l'évolution de ces besoins. Et là, c'est vrai que vous me tendez une perche parce qu'en 2021, c'est plus que jamais important, à la fois quand on conçoit des installations, de les concevoir à partir des consommations d'eau chaude sanitaire passées ou, on va dire, théoriques, mais surtout
plus que jamais, c'est d'anticiper d'éventuelles baisses, une évolution du bâtiment et de ses consommations, puisque les performances du solaire sont toujours liées intimement à la consommation d'eau. S'il n'y a pas consommation, eh ben, en fait, le solaire marchera bien, mais il aura des performances plus faibles. Très bien. D'autres questions? Non. Alors peut-être je vais finir par vous montrer peut-être dans la chaufferie le schéma de principe. Comme ça, je pense qu'on finira. J'espère que non, ouais, ça rend peut-être pas super bien. Mais bon, vous l'avez dans un document attaché. Donc du coup, peut-être terminer par remonter en toiture. Comme ça, vous aurez une jolie petite vue à la fin Parce qu'en fait, c'est une installation qui, de manière honnête, fait partie quand même des installations qui sont propres et jolies, bien terminées, dont on est fier. C'est pour ça que je suis content de la faire visiter. Dans d'autres cas, voilà, on n'est pas forcément aussi satisfait du rendu et des travaux. Ici, bon, voilà, dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre correctement menée, avec un maître d'ouvrage vraiment qui joue bien son rôle, on est vraiment content d'avoir on en est fier d'installations comme ça. Voilà, donc j'espère que ce format vous aura plu. Honnêtement, moi je pense qu'en cette période très compliquée, ça vaut vraiment le coup d'en faire d'autres comme ça. C'est pas très compliqué de les sélectionner quand on a un parc significatif d'installations suivies ou développées. Et ça peut montrer des jolies choses ou des choses moins bien. Mais oui, techniquement, c'est possible.